Maintenant que les ports de la couche transport n'ont plus de secret pour vous, enfin je rappelle quand même un petit peu au cas où, j'espère que vous avez bien compris qu'il permet d'identifier une application réseau sur une machine. Donc il est temps de revenir à nos moutons, soit la translation d'adresse par port. Vous allez voir, c'est un mécanisme très inventif. Comme un exemple vaut mieux qu'un long discours, voyons concrètement comment fonctionne la translation d'adresse par port. Donc je rappelle un petit peu la topologie, on a toujours notre réseau interne, notre réseau d'entreprise, notre réseau local, qui est numéroté avec des adresses en 10.0.0.0/24, et notre routeur R1 qui a obtenu une adresse IP publique 78.1.1.1/32. Notre routeur implémente un mécanisme de translation d'adresse par port, et en interne, il va gérer ce qu'on appelle une table de translation d'adresse, constituée de la façon suivante: une grande colonne interne, qui est séparée en deux sous-colonnes. On va avoir l'adresse interne et le port interne, et une colonne externe où on va avoir le port externe qui a été utilisé. Donc regardons dans le détail comment ça fonctionne. Imaginons que A envoie une requête à destination du serveur 105.6.3.1 sur le port 80. Ici dans le paquet, je représente à la fois l'adresse IP source et le port source choisi par le client sur A, et l'adresse IP destination et le port destination, ici donc 80 parce qu'on a un serveur HTTP. Donc le routeur R1 reçoit ce paquet, et le routeur R1 sait qu'il doit modifier l'adresse IP source du paquet, remplacer l'adresse IP 10.0.0.1 par l'adresse IP publique. Et il sait que lorsque il recevra une réponse de 105.6.3.1, il devra retransmettre le paquet à la bonne machine, la réponse à la bonne machine, ici à la machine A. Et donc il va utiliser cet identifiant, ce port 1030, comme identifiant de machine sur le réseau interne. Regardons un petit peu. Donc ici, le routeur reçoit le paquet. La table de translation étant vide, qu'est-ce qu'il fait? Il note dans sa table de translation que la machine 10.0.0.1 va être associée avec le port externe 1030. Et comme il pourrait changer ce port, mais il est obligé de noter la valeur initiale 1030. Imaginons que sur la machine B, on a un client qui se connecte lui aussi sur le serveur 105.6.3.1, port 80, et qui, par hasard, c'est du pur hasard, ce client, ce navigateur internet, choisit comme port source 1030. Donc le routeur R1 va recevoir la requête. Or là, il va voir, tiens, 1030, c'est déjà un port qui est utilisé, donc c'est un port que je ne peux pas réutiliser en externe. Donc il va modifier à la fois la valeur de l'adresse IP source, mais aussi la valeur du port source. Donc, et il note la correspondance à sa table de translation d'adresse. Donc ici, on voit que l'adresse IP source 10.0.0.2 est remplacée par l'adresse IP publique, et que le port source 1030 est remplacé par le port source 1031. Voyons comment ça se passe au niveau des réponses. 105.6.3.1 envoie une réponse, ici à destination de R1, 78.1.1, 1030. Le routeur R1 reçoit la réponse, elle est acheminée vers le réseau public, on a une adresse IP 78.1.1 qui est une adresse IP publique. Donc tous les routeurs d'Internet savent comment aller à ce réseau-là, à cette adresse IP-là. Le routeur R1 reçoit, regarde dans sa table de translation d'adresse, il dit tiens, 1030, il va falloir que je retransmette le paquet avec comme port destination 1030 et comme adresse IP destination 10.0.0. Le paquet est transformé, d'accord, on change l'adresse IP destination, 78.1.1 est remplacé par 10.0.0.1, le port 1030 est laissé tel quel. Imaginons maintenant que le serveur réponde à la deuxième requête qui a été envoyée. Donc ici 105.6.3.1.80 répond à 78.1.1.1031. Le routeur R1 reçoit la réponse. Il regarde dans sa table de translation d'adresse, il dit ah tiens, 1031 correspond à la machine 10.0.0.2 port 1030, et il va retransmettre le paquet à la machine 10.0.0.2 port 1030. On l'a vu, c'est très inventif. Par contre, ça viole un petit peu
le modèle OSI où on avait dit que les couches devaient être indépendantes les unes des autres et que chaque couche avait un rôle bien attribué. Ici, le rôle du routage, de savoir quelle est la machine source et la machine destinataire, c'est un rôle qui est plutôt dévolu à la couche IP. Et au final, ce sont des champs de la couche transport. Dans ce cadre-là, lorsqu'on utilise la translation d'adresse par port, les champs port-source qui vont permettre de déterminer, enfin port source et port destination, qui vont permettre de déterminer l'émetteur et le destinataire d'un paquet. Deux petites remarques supplémentaires. Donc on vient de voir que pour faire de la patte, il faut que l'application utilise soit TCP, soit UDP. Dans le cas du ping, par exemple, on n'a pas de protocole de transport, donc pas de port, donc il faut trouver une autre astuce pour identifier les paquets ping, par exemple, ICMP Echo Request et ainsi de suite, qui sont émis. Et dans ce cadre-là, on va utiliser le numéro d'identifiant ICMP qui est présent dans les paquets ICMP. Deuxième remarque, certains routeurs translatent automatiquement les ports sans vérifier s'ils en ont le besoin. Si je prends un exemple ici, lors de l'émission du premier paquet, le port n'a pas été translaté. Pourquoi? Parce qu'au niveau externe, ce port 1030 n'était pas déjà utilisé, donc on a laissé la même valeur de port au niveau interne et au niveau externe. Certains routeurs translatent automatiquement ce port qu'ils auraient utilisé, par exemple ici 10001, et puis le deuxième port aurait été utilisé 10002, 10003, 10004 et ainsi de suite.